Oui, alors par nature, la démarche Bleu Blanc Cœur, je disais tout à l'heure que c'était une association qui fédérait tous les acteurs de la filière. On s'est transformé en SIC et on a gardé cet esprit-là. Et donc au sein de la gouvernance de Bleu Blanc Cœur, pour représenter un peu la façon dont on gère Bleu Blanc Cœur au quotidien, on a 34 administrateurs élus. Plein d'idées reçues autour de notre alimentation, de notre agriculture ou d'idées sur lesquelles on peut travailler, en tout cas améliorer les choses. Mais c'est vrai qu'il faut toujours préparer l'avenir et tout en restant cohérent. Donc c'est la concertation qui prime. Puis des fois, il y a des enjeux ou des ambitions qu'on a prises au niveau politique qu'il faut faire mettre en œuvre par le collectif. Et donc du coup, c'est toujours l'organisation de temps d'échange, de concertation. On fait des réunions. Des fois, il faut faire incarner la prise de décision par des opérateurs ou des acteurs. Eh bien Nathalie, bienvenue sur le podcast Pourquoi? Merci de cette invitation. Eh ben avec grand plaisir. Comme on expliquait, je te le disais un peu avant de venir, pour expliquer, les locaux de Bleu Blanc Cœur actuellement sont à côté d'une autre entreprise que je connais un peu pour avoir travaillé avec eux. Et ça m'a fait tout bizarre de revenir parce que en fait, je connaissais la route, je m'attendais à ne pas le connaître. Donc, c'est très marrant. C'est très marrant. J'ai, comme toujours sur ce podcast un peu pourquoi, j'ai envie de commencer par te poser la question un peu traditionnelle, de te présenter. Qui es-tu, Nathalie? Oui, alors du coup, déjà bonjour et puis merci de cette invitation. Donc Nathalie Kerouaz, donc comme mon nom le dit, je suis bretonne. Voilà, je suis issue d'une famille d'agriculteurs et puis dans mon parcours d'études, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture. À l'issue de ce parcours, j'ai complété par un DESS de marketing à l'Institut de gestion de Rennes. Et donc, du coup, je suis arrivée en stage à la fin de ce DESS ici, chez Bleu Blanc Cœur, au moment où la démarche se créait, la démarche associative se créait. Donc, j'étais la première stagiaire à accompagner l'idée. Donc, c'était il y a quasiment 25 ans. Et j'ai fait tout mon parcours professionnel chez Bleu Blanc Cœur en étant la première stagiaire, la première salariée. Puis ensuite, j'étais en charge de l'animation des filières. Puis à un moment donné, je suis devenue directrice. Et l'année dernière, Bleu Blanc Cœur, qui était une association loi 1901 à but non lucratif, s'est transformée en SIC, alors une structure coopérative d'intérêt collectif, donc dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, nouvelle gouvernance, nouveau fonctionnement. Et les salariés étant partie prenante de la SIC, peuvent prétendre à l'élection et devenir présidente de la structure. C'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, je suis présidente de Bleu Blanc Cœur depuis un peu plus d'1 an. Félicitations. Merci. Et en regardant un peu ton parcours, j'ai vu quand même que la notion autour de la nutrition, de l'agroalimentaire, de l'agriculture est quand même très prégnant. Oui. Comme tu as pu le dire, tu as fait des études dans ce domaine-là. D'où vient un peu cette passion, cet intérêt pour ce domaine-là? Je dirais que c'était pas inné à la base. En tant que fille d'agriculteur, je pense que les premiers surpris de mon choix de parcours d'études supérieures, c'était mes parents. Surpris parce que j'avais un intérêt pour leur métier, mais j'étais peut-être... ils pouvaient être surpris de voir que leur fille prétendait à faire des études d'agriculture, sachant qu'ils avaient aussi un garçon. Donc peut-être qu'aussi le parcours voulait que ce soit plus mon frère qui s'intéresse à l'agriculture qu'à moi. Et finalement, pourquoi l'agriculture? Tout simplement parce que pour moi, c'est une approche très globale. En agriculture, on touche à tout. On va toucher à l'environnement, à la physiologie animale, à l'écologie, à l'environnement, à l'économie, à la gestion. Et je pense que mon parcours de vie a toujours été animé par la diversité des sujets et des approches. Et c'est aussi ça que j'aime chez Bleu Blanc Cœur. Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche collective de qualité qui fédère tous les acteurs de la filière et qui ne traite pas d'un enjeu en silo, mais de multi-enjeux. En fait, on est toujours en train de chercher la logique... je ne sais pas si on peut parler de compromis, en tout cas d'amélioration de tous les impacts, qu'ils soient nutritionnels, environnementaux, économiques, en alliant le producteur avec l'acteur de la mise en marché. Donc c'est vraiment une approche holistique. Et moi, c'est ce qui m'a animée à la fois dans le choix de mes études comme dans le choix de ma mission professionnelle aujourd'hui. Okay. Et justement, cette approche de Bleu Blanc Cœur, comme je le disais un peu avant le podcast,
Je la connais, moi, parce que j'ai vu appliquer sur des produits agroalimentaires, parce que je suis rennais, que j'ai déjà entendu dans l'écosystème rennais le nom Bleu Blanc Cœur, des actions que vous meniez. Mais si on devait présenter Bleu Blanc Cœur un peu plus que vous ne l'avez déjà fait, parce qu'en fait, on a déjà quelques éléments, euh, qu'est-ce que c'est Bleu Blanc Cœur? Parce que comme ça va être une partie prenante de notre podcast, je me Oui, dis, autant peut-être le définir. avec plaisir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche collective de qualité, donc créée il y a 25 ans. Et l'objectif, c'était de pouvoir construire des cahiers des charges qu'on a, nous, rebaptisés chez Bleu Blanc Cœur des cahiers des ressources et des engagements, parce que l'idée, c'est de valoriser le positif du mode de production agricole. Et donc, voilà, l'idée, c'était bien de se dire, à l'amont agricole, avant la transformation ou la distribution, l'agriculteur a un rôle important à jouer sur ses choix, ses pratiques, ses choix de culture. C'est de la façon dont il nourrit les animaux, dont il diversifie voilà, et les cultures et l'alimentation des animaux, dans le but d'améliorer et de mesurer, de prouver la qualité nutritionnelle, la performance environnementale des produits qu'ils proposent au plus grand nombre au quotidien. Et donc, Bleu Blanc Cœur s'est structuré autour de cette idée-là. On peut créer de la valeur en agriculture, mettre en avant l'agriculteur comme un partenaire de prévention santé ou un partenaire de l'environnement, ce qui est peut-être pas toujours su ou connu. On décrit souvent l'agriculteur parce que il est responsable voilà, du réchauffement potentiellement climatique. Enfin, l'agriculture est souvent pointée du doigt là-dessus. Des fois, les produits bruts comme les viandes ou le beurre sont décriés parce que soit ça donne du cholestérol. Enfin, il y a plein d'idées reçues autour de notre alimentation, de notre agriculture ou d'idées sur lesquelles on peut travailler, en tout cas améliorer les choses. Et donc, l'idée du projet Bleu Blanc Cœur, c'était de se dire l'agriculteur, c'est un partenaire de notre alimentation au quotidien, parce que déjà, il nous apporte l'alimentation qui fait qui fait notre santé, je dirais, au quotidien, mais qui nous apporte les nutriments nécessaires à ce qu'on vive bien. Et puis, on a la chance d'avoir une agriculture de territoire qui est de très bonne qualité. Mais elle peut s'améliorer en travaillant et en diversifiant donc, les qualités, enfin, les végétaux qu'on met dans l'alimentation des animaux. Donc, Bleu Blanc Cœur va prôner le retour de l'herbe, du lin, de la luzerne, donc des végétaux qui ont un petit peu disparu de nos paysages depuis quelques années et qui pour autant ont un intérêt fort parce que ces végétaux viennent diversifier les rotations, les cultures. Donc, c'est un intérêt pour la santé des sols, c'est un intérêt pour la réduction des intrants. Ça a aussi un intérêt parce que cette diversité va apporter de l'équilibre dans l'auge des animaux. Chez Bleu Blanc Cœur, on dit qu'on met en place le PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé des Animaux. Okay. En gros, on dit aux consommateurs qu'il faut manger varié, diversifié, équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Et chez Bleu Blanc Cœur, c'est la même chose. Les animaux mangent varié, diversifié, équilibré. On réintroduit des végétaux qui avaient disparu de leur ration, comme la graine de lin, la févrole, la luzerne, le lupin, qui viennent apporter de la diversité, qui apportent des nutriments d'intérêt pour leur santé. Et ces nutriments d'intérêt pour leur santé sont aussi, parce que l'animal nous redistribue ces nutriments d'intérêt, on arrive à les mesurer et puis avoir des produits, des œufs, des viandes, des produits laitiers plus denses nutritionnellement. Alors, qui dit plus dense nutritionnellement ? Il fallait derrière démontrer que c'était pertinent pour la santé des consommateurs. Et donc, derrière Bleu Blanc Cœur, il y a des fondamentaux scientifiques importants. Tout à l'heure, vous parliez du logo Bleu Blanc Cœur qu'on trouve sur les produits alimentaires. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, c'est un logo qui garantit une qualité nutritionnelle. Mais cette garantie de qualité nutritionnelle s'accompagne d'une garantie de l'identification d'un mode de production, d'un éleveur qui s'est engagé. Et en plus, a une caution scientifique très forte, parce que derrière Bleu Blanc Cœur, il y a 6 études cliniques. Alors, une étude clinique, c'est des volontaires suivis par un centre hospitalier, des chercheurs qui ont consommé pendant une période plus ou moins longue. Alors, nos études vont de 3 mois à 2 ans. Et on regarde l'évolution des paramètres de santé chez le consommateur qui aura adopté le menu Bleu Blanc Cœur versus un menu strictement équivalent en termes de composition et de quantité, mais avec des produits d'origine conventionnelle. Et 6 études cliniques, c'est à l'échelle d'une démarche agricole, c'est une singularité très spécifique de la démarche Bleu Blanc Cœur. Et ça, c'est, on va dire, la structuration de la filière. Donc, en fait, nous, on traite d'enjeux, et ils sont 3, en fait. Les enjeux clés de Bleu Blanc Cœur, c'est une promesse santé liée au mode de production agricole, une performance environnementale associée, parce que qui dit varier, diversifier la qualité de l'alimentation des animaux, les assolements, les rotations et les cultures,
dit finalement plus de diversité dans les champs, plus de rotation, plus de performance environnementale, moins d'importation de soja, où nous on interdit le palme, des fois on interdit le soja d'importation dans la moitié de nos cahiers des charges, les autres on a drastiquement diminué le soja d'importation pour les remplacer par des légumineuses locales. Donc on a cet enjeu clé de santé, environnement et accessibilité, parce que ça c'est la vocation première de Bleu Blanc Cœur, c'est de se dire la qualité nutritionnelle et environnementale de Bleu Blanc Cœur doit être accessible au plus grand nombre. Donc effectivement, l'étudiant rennais qui va au Crous, on va dire toutes les populations en fonction de leur pouvoir d'achat. Notre vocation, c'est de pouvoir créer de la valeur pour l'agriculteur et puis de proposer à la grande majorité des consommateurs des produits plus sains, plus sûrs, plus durables et avec des vertus nutritionnelles avérées. Avant qu'on rentre dans la partie vraiment de prise de décision, la question que je me pose toujours sur ça, c'est, quand vous me présentez, c'est tout simplement, ce discours, en fait, j'ai l'impression de l'entendre de plus en plus depuis 5-10 ans. Et là, Bleu Blanc Cœur a 25 ans. Bleu Blanc Cœur vient de fêter ses 25 ans. 25 ans. Et c'est intéressant de donner quelques chiffres de la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc 25 ans que la démarche existe. Dans l'équipe Bleu Blanc Cœur, on est 25 salariés. Donc c'est des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement et à la mise en place des filières. C'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on pèse entre 5 et 10% des productions françaises au niveau de l'élevage. Par exemple, 7,5% des porcs produits en France sont sous cahier des charges Bleu Blanc Cœur, 5,5% des œufs, 24% des lapins. Ça veut dire que c'est devenu en 25 ans une approche significative. Donc notre enjeu, c'est encore de développer les filières pour cet objectif d'accessibilité. Puis on a aussi en tête de se dire, c'est vrai que la prévention santé quand je vous parle d'herbes, de lin, de luzerne, de lupin, l'idée c'est d'apporter des végétaux d'intérêt nutritionnel. La preuve de concept de Bleu Blanc Cœur s'est faite sur les lipides, réintroduire des oméga-3 dans la chaîne alimentaire par ces végétaux. Et les oméga-3, aujourd'hui, il y a 98% des Français qui ne consomment pas la quantité requise en oméga-3. Ils ne consomment que la moitié de leurs besoins quotidiens. Et pourquoi c'est important? C'est que les apports nutritionnels conseillés pour la population française qui ont été faits par l'ANSES donnent des recommandations quotidiennes et expliquent que finalement, ce juste apport en oméga-3, ça vient prévenir l'inflammation dans le corps. Et l'inflammation, c'est la genèse des maladies dites de civilisation, surpoids, diabète, maladies cardiovasculaires. Donc il y a un enjeu de prévention passive, ou de prévention tout court, on va dire. Et l'agriculteur, la chaîne alimentaire ou la chaîne agricole a un vrai rôle à jouer dans cette logique de prévention santé, de remettre des justes équilibres dans la chaîne alimentaire en nourrissant mieux les animaux, dans la perspective de mieux nourrir la population. Et comment est née cette idée il y a 25 ans? Parce que il y a 25 ans, ce n'était pas des sujets d'actualité, ou peu. D'où vient cette idée, cette décision de créer cette structure? Alors, c'est 3 fondateurs de Bleu Blanc Cœur qui étaient un agriculteur, un éleveur laitier, un agronome et un médecin nutritionniste. Ce fut en gros une rencontre, c'est l'éleveur qui du coup faisait de la vente directe à la ferme et fabriquait du beurre. Et il s'était rendu compte qu'au printemps, son beurre était jaune tendre et tartinable et que l'hiver était blanc et dur comme la bougie. Et donc, il a interpellé son ami agronome pour dire, mais explique-moi pourquoi, je ne produis pas la même qualité de beurre toute l'année et puis mes clients s'en plaignent en plus parce que du coup, j'ai pas une qualité égale. Et donc, c'est l'agronome Pierre Veille, en l'occurrence, qui a étudié ce qui variait, notamment au niveau de l'alimentation des vaches. Et c'est vrai qu'au printemps, les vaches sont au pâturage, à l'herbe est en croissance. Et quand on analyse cette herbe-là, on trouve beaucoup de lipides de type oméga-3 dans l'herbe, donc un produit de la photosynthèse. Et que l'hiver, quand elles rentrent à l'étable, on leur distribue plutôt des fourrages conservés. Et dans ces fourrages conservés, accompagnés souvent de protéines de type de soja, il n'y avait pas d'oméga-3 du tout, et au contraire, il y avait beaucoup d'oméga-6. Et donc finalement, ça a été une observation qui a amené une réflexion scientifique en se disant est-ce qu'on pourrait pas remettre des oméga-3 dans l'alimentation des vaches toute l'année et comment on peut les apporter? Finalement, la graine de lin, ça vient compléter l'herbe qu'on n'a plus l'hiver. Et donc il y a eu toute une démarche d'objectivation scientifique, d'essais expérimentaux réalisés en institut technique. Puis après la rencontre avec un médecin, parce que finalement, quand on avait démontré que cette alimentation, elle était vertueuse sur la qualité des produits, mais aussi la santé des vaches, parce que finalement, on se rendait compte qu'elles produisaient plus de lait, qu'elles étaient moins malades,
l'idée était de se dire, mais finalement, si ça marche bien sur la santé des animaux, est-ce que ça n'aurait pas une répercussion positive sur la santé des hommes? Et donc Bernard Schmitt, le médecin nutritionniste qui était conseil de nutrition pour la région Bretagne à l'époque, il était très intuitif également. Il a tout de suite adopté l'idée en se disant, mais démontrons-le par une étude clinique. Moi, ça m'intéresse parce que je suis médecin hospitalier à l'hôpital de Lorient. Et je vois des patients tous les jours et je leur dis comment changer leurs habitudes alimentaires ou leur régime alimentaire. Et c'est pas facile de changer ses comportements alimentaires. Ça dure 15 jours et puis après, on divise très rapidement. Et il disait, moi, ce qui me plaît dans votre projet, c'est que finalement, on fait le régime à la vache, à la poule et au cochon. Et l'homme, finalement, on lui apporte les nutriments ou l'équilibre nutritionnel qui ira bien par rapport à sa santé. Donc, démontrons-le en études scientifiques et cliniques. Et c'est comme ça qu'en dans les années 98-99, une première étude clinique a été mise en œuvre. Alors, quand on parle d'études cliniques, on pense toujours médicaments A versus B. Et là, pour le coup, c'était vraiment des animaux qui étaient nourris version bleu blanc cœur ou version standard, avec traçabilité sur les aliments, des familles qui consommaient les produits et chez qui on faisait des prises de sang régulières pour regarder l'évolution du bilan lipidique. Et donc, à la fin de l'étude, nos Bretons qui étaient dans l'étude, pour ceux qui avaient consommé le menu bleu blanc cœur, ils avaient des profils sanguins semblables à ceux des Crétois et sont passés au régime méditerranéen et il y avait des différences très significatives. Donc c'était la démonstration que la façon dont on nourrissait les animaux pouvait profiter à la santé des hommes. Et c'est comme ça qu'en fait l'idée est née de dire créons un collectif sous la forme d'une association loi 1901 pour organiser ces filières, mettre ensemble les scientifiques, les premiers agriculteurs, les premiers transformateurs qui avaient envie de mettre en œuvre ce projet. Et justement, ça amène à la question que Bleu blanc cœur, c'est une convergence de plusieurs mondes, de plusieurs secteurs d'activité, donc agriculteurs, industriels et chercheurs ou scientifiques. Comment, en tant que présidente, on arrive à faire parler tout ce monde-là, même en tant que structure, parce qu'il y a toute une structure autour, mais qui est... je vais donner un avis très extérieur. Oui. Mais on a l'impression que en fait, ce n'est pas des mondes qui se parlent beaucoup, même si pour avoir légèrement travaillé dans ces milieux-là, je sais que ça se parle beaucoup plus qu'on ne le croit, mais comment on arrive à faire collaborer ces différents groupes d'individus qui sont comme... On a l'impression qu'ils sont très, très loin, quoi. Oui, alors par nature, la démarche Bleu blanc cœur, je disais tout à l'heure que c'était une association qui fédérait tous les acteurs de la filière. On s'est transformé en SIC et on a gardé cet esprit-là. Et donc, au sein de la gouvernance de Bleu blanc cœur, pour représenter un peu la façon dont on gère Bleu blanc cœur au quotidien, on a 34 administrateurs élus, donc 16 acteurs économiques. C'est des représentants de l'amont à l'aval de la filière. Donc, il va y avoir 2 élus pour la production végétale, donc les producteurs de lin, de luzerne, des filières agri Bleu blanc cœur, 2 représentants pour les acteurs de la nutrition animale, 2 représentants pour les OP, organisations de production, 4 représentants pour les transformateurs, donc les PME, les marques nationales, 2 et 2. Des distributeurs, il y en a 4 aussi, des représentants de la grande distribution et 2 pour la restauration collective. Et 2 producteurs fermiers, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les 16 acteurs économiques. Ensuite, on a aussi un collège de fondateurs et personnalités qualifiées et scientifiques. Donc là, on va dire que c'est les parties prenantes de la filière. On va retrouver les fondateurs de la démarche. On va trouver des partenaires comme les organisations professionnelles de la restauration collective, celles qui sont au sein de Bleu blanc cœur. On va retrouver Restoco, Agores, l'interprofession de la nutrition animale, le SNIA. Et puis, on a aussi l'INRAE qui participe à la gouvernance de Bleu blanc cœur, parce que l'INRAE, la démarche Bleu blanc cœur est assise sur un socle scientifique important. Donc, l'INRAE est membre fondateur de Bleu blanc cœur et participe à la gouvernance. On a des salariés, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, on a, et je dirais que ça aussi, c'est très particulier à Bleu blanc cœur, on a ce qu'on appelle la communauté. Et la communauté, c'est des représentants de la société civile, des consommateurs, ils sont 2, des professionnels de la santé, elles sont 3, des producteurs qui n'ont pas de débouché Bleu blanc cœur, mais qui sont là parce qu'il y a un intérêt pour la philosophie Bleu blanc cœur et qui n'ont pas trouvé le partenaire économique pour transformer les produits de leur exploitation, mais on fait tout pour. Et puis des professionnels de métiers de bouche. Et donc ça, c'est l'esprit collectif de Bleu blanc cœur.
Et je dirais que depuis 25 ans, ça a été l'idée de mettre autour de la table tous les acteurs de la filière, de la production jusqu'aux consommateurs finalement, et puis de trouver un intérêt commun. Et l'intérêt commun, il est sur cet enjeu de science, de démonstration scientifique de l'intérêt santé et de l'intérêt environnemental de la filière. Et donc, au sein de Bleu Blanc Cœur, on a cette chance aussi d'avoir des personnes, des membres, des adhérents, on va dire, qui sont là notamment pour le projet, en fait, et qui dépassent les intérêts privés, se parlent, on co-construit. Et c'est toute la richesse aussi de la communauté. Au sein de la communauté, on va avoir des consommateurs qui ne sont pas des techniciens de leur métier. Finalement, des fois, dans un univers de professionnels, on peut avoir des discussions très techniques, finalement, très scientifiques. Et puis, quand ce sujet croise la compréhension, en tout cas la vision du consommateur, on arrive très vite à trouver cette logique de se dire mais, où est la priorité d'action ? Comment on fait pour embarquer et le consommateur, et le producteur, et l'acteur de la filière ? Et quand on se parle, quand on explique chacun ses contraintes ou chacun ses priorités ou ses objectifs, on arrive toujours à trouver des plans de progrès, des compromis, et puis à avancer de façon collective. Si tu pouvais nous plonger dans une dernière grande décision qui a été prise par Bleu Blanc Cœur, sans bien sûr révéler toutes les coulisses, mais nous donner un peu le parcours de cette décision, d'où est venue l'idée jusqu'à ce qu'elle a donné. Est-ce que tu pourrais nous retracer un peu l'histoire d'une grande évolution d'il y a 1 an, 2 ans Ouais, mais il y en a plein, il y en a qui sont techniques, mais il y a celle qui est déjà organisationnelle. Ouais. C'est vrai, je vous disais, on est parti on est depuis 2000 une association loi 1901, et on a notamment pris collectivement la décision de se transformer en SIC. Okay. Mais ça veut dire que pendant 3 ans, au niveau de la gouvernance Bleu Blanc Cœur, il y a eu un projet qui a été mis sur la table de dire, il y a plusieurs raisons. C'est que la taille de Bleu Blanc Cœur par rapport au statut associatif, ça devenait compliqué parce qu'on avait à la fois les acteurs des filières dans Bleu Blanc Cœur, mais la communauté, je parlais des gens qui étaient élus dans la gouvernance, mais la communauté Bleu Blanc Cœur, c'est 36 000 personnes. Et donc, quand vous faites une assemblée générale, vous ne pouvez pas inviter tout le monde. Donc, on était limite. Voilà. Donc, dans la même structure, c'était compliqué. On avait ça. Puis, on avait nos fondateurs, Jean-Pierre, Pierre et Bernard, dont je parlais tout à l'heure, qui avaient annoncé leur désir de transmettre leur rôle de président. Et donc, du coup, il fallait qu'on étudie comment on le mettait en œuvre. Donc, ça avait été posé sur la table du conseil d'administration de l'association Bleu Blanc Cœur. Et de là, le conseil d'administration est resté le garant des décisions et puis de la temporalité de la mise en œuvre des décisions. Mais on a créé des sous-groupes avec des jeunes administrateurs pour travailler, accompagner. Alors du coup, on s'est transformé en SIC, donc on a été accompagné par Scope West, qui est une structure ici régionale spécialisée dans la structuration dans les scopes, les SIC. Et pendant 2 ans, on a travaillé en petit comité sur comment on peut transformer cette gouvernance, les droits, les devoirs, tous les enjeux qu'il pouvait y avoir, comment on fait pour fédérer, est-ce que c'est le bon modèle ou pas, et comment se structure et on s'organise. Et donc, on a tenu de façon très régulière des réunions, et puis elles ont été présentées au conseil d'administration. On les a débattues, et puis ensuite, on a décidé que l'Assemblée générale dans 1 an, on transformerait Bleu Blanc Cœur en SIC. Ça veut dire que derrière, il a fallu aussi informer de façon très régulière l'ensemble des membres du réseau. C'était pas une création de SIC, c'était une transformation. Donc, on a communiqué au sein du réseau, on a organisé des webinaires. Les administrateurs ou les membres du comité, du petit comité qui avait travaillé sur la transformation, ont été aussi pas mal sollicités pour expliquer leur travail, le pourquoi de la transformation en SIC. Donc, ça a vraiment permis d'emmener tout le monde en totale connaissance, de façon en totale transparence. Et puis, je dirais de surtout valider qu'on allait ensemble, on était tous au même niveau d'information, tous conscients des enjeux, et puis tous prêts à y aller dans la transformation en SIC. Et donc, on a eu une transformation qui s'est très bien passée. C'est intéressant parce qu'on ne se rend pas toujours compte de l'impact ou de comment est fait, de comment l'intérieur d'une décision, en fait, moi j'appelle l'intérieur d'une décision, qui est de se dire on va se transformer en SIC, on va signer du papier, puis voilà, c'est fait. Alors que là, ce que tu nous expliques, c'est quand même un travail de 2 ans et qui aurait pu
potentiellement, même si c'est pas le choix c'était pris, partir en toute autre chose en fait. Oui. S'il y avait eu d'autres avantages sur d'autres structures, peut-être le choix, où il y a peut-être eu d'ailleurs plusieurs propositions d'autres structures. Donc, Puisqu'à la base, on pensait même rester en statut associatif. Ça a été la première étape. Et puis après, on a découvert la SIC. Et on s'est dit, ça nous correspond bien. Parce que ça nous permettait de... C'est vrai que nos fondateurs, laissant la main, c'était quand même potentiellement un risque. Et le passage en SIC, ça permettait de mettre dans les statuts le principe justement de l'économie sociale et solidaire, un homme, une voix. Donc il y avait aussi la continuité de l'esprit bleu-blanc-cœur qu'on pouvait garantir au travers de la SIC. Et un homme, une voix, le principe d'inscrire dans nos statuts le principe de la co-création, de la science en tout premier lieu. Et donc, du coup, on a, je dirais, institutionnalisé ce qui a fait les fondamentaux de Bleu-Blanc-Cœur. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on a décidé d'aller vers une SIC. Et puis après, oui, si je peux donner peut-être un autre exemple, mais là, par exemple, on est en décembre, je ne sais pas si je peux le dire. Oui. Mais en janvier, le 14 janvier, on a par exemple une réunion de gouvernance du collectif de Bleu-Blanc-Cœur et on le fait régulièrement pour définir la feuille de route de la démarche Bleu-Blanc-Cœur pour les 3 à 5 ans à venir. Et on l'a fait il y a 5 ans aussi, et on définit, on va dire, les axes prioritaires qui nourrissent la stratégie et puis, je dirais, les plans de progrès et les enjeux de Bleu-Blanc-Cœur. Donc, notamment, par exemple, j'expliquais tout à l'heure qu'on limitait, on interdisait le soja d'importation dans les cahiers des charges Bleu-Blanc-Cœur. Ça a toujours été des prises de décision par plan de progrès. Et donc, une feuille de route qu'on avait collectivement adoptée en 2018, c'était de se dire, à échéance 2022, on réduit drastiquement l'utilisation du soja d'importation dans les cahiers des charges Bleu-Blanc-Cœur et on se donne 4 à 5 ans pour co-construire avec, par filière, tous les acteurs économiques de chacune des filières, comment on fait pour remplacer le tourteau de soja d'importation qui était déjà limité, mais on voulait le réduire encore plus et le remplacer par des protéines locales. Et comment justement est prise cette décision, cet axe en fait, parce que quand tu m'expliques ça, moi j'ai l'impression que est-ce qu'il y a des négociations comme ce qu'on a actuellement avec le budget où tu prends ta petite valise, tu vas parler avec différents groupes pour dire est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait ça? Comment ça se passe? C'est ça que... Alors, ça se passe beaucoup dans l'échange, la préparation. Il y a aussi le fait que Bleu-Blanc-Cœur, c'est une démarche santé, climat, accessibilité. Donc ça, c'est ce qui nous réunit. Et puis, on est une démarche, je dirais, assez agile par rapport aux demandes des consommateurs ou des besoins du marché. Et donc, ces enjeux... et puis, je dirais, ces enjeux climat et santé, ils sont aussi beaucoup appuyés sur de la science. Donc, on a un conseil scientifique à côté qui nous nourrit de nouvelles connaissances scientifiques. Et en l'occurrence, là, il y a 3 semaines, on faisait notre symposium scientifique où on restituait un petit peu l'état des lieux, des connaissances sur le lien santé des sols, santé des plantes, santé des animaux et santé des hommes. Ça ouvre des perspectives, en tout cas des connaissances scientifiques qu'on a pu... On a mis le doigt sur des nouveaux enjeux scientifiques, parce que qui dit diversifier, varier l'alimentation des animaux, on peut mesurer une plus grande teneur en oméga 3, mais on peut aussi mesurer une plus grande capacité antioxydante qui bénéficie aussi à la santé de l'homme. Donc cette science, elle nous nourrit, et on se dit, cette science qu'on acquiert et qu'on co-construit depuis pas mal d'années, comment on peut la valoriser auprès du consommateur, l'inscrire dans nos cahiers des charges. Donc en fait, on va partager des connaissances scientifiques, des enjeux, et puis se dire, dans quel plan de progrès on peut les intégrer dans nos cahiers des charges? Est-ce que le consommateur, c'est quelque chose qui lui parle? Est-ce que les acteurs de des acteurs de la mise en marché sont capables de le valoriser? Et dans quel laps de temps on y va, en fin de compte? Donc, c'est des réflexions collectives où on se fixe un cap, des priorités, et puis des groupes de travail pour travailler collectivement sur la temporalité, la faisabilité, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mettre Bleu-Blanc-Cœur dans le mur et de regarder l'équilibre technico-économique de chacune des décisions. Mais l'idée, c'est d'être tout le temps en mouvement. D'accord. Et justement, parce que moi, Bleu-Blanc-Cœur, je le connaissais aussi quand même très en avance sur beaucoup de sujets, je veux dire sociétaux, mais t'en as cité quelques-uns. Et par exemple, le soja, je sais que c'est avec je crois que c'est avec le problème du Mercosur qui va être signé au niveau européen. Donc voilà, c'est encore un sujet. Mais j'ai l'impression que c'est des sujets qu'on entend depuis 5 ans, grand maximum. Donc, Bleu-Blanc-Cœur a l'air très en avance sur ce sujet-là. Du fait peut-être que potentiellement que c'est aussi lié à la question, vous êtes très lié à la science.
moi, quand on parle de science, et je suis un fervent scientifique, mais il y a toujours un aspect qui me vient en esprit qui me dit la science n'est pas toujours précise dans le sens, n'est pas toujours, a toujours des hypothèses, a toujours des conclusions, mais n'est pas jamais à 100% certaine. Pas toujours sur tous les sujets. Oui, elle se remet en cause. Elle se remet en cause. Voilà. Mm. Comment vous gérez un peu cette remise en cause aussi d'un point de vue scientifique? Déjà, en l'occurrence, la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche qui pilote, j'ai dit tout à l'heure, des cahiers des ressources et des engagements, mais basée sur une obligation de résultat et qui s'accompagne d'une obligation de moyens. C'est-à-dire que vous analysez un œuf Bleu Blanc Cœur, vous achetez un œuf Bleu Blanc Cœur, vous voulez vérifier s'il est conforme au cahier des charges Bleu Blanc Cœur, vous n'avez pas juste à faire confiance au déclaratif parce qu'il y a un logo sur la boîte d'œuf. Vous pouvez, en tant que consommateur, lancer une analyse dessus. Et si vous prenez le cahier des charges Bleu Blanc Cœur, on a décrit le profil nutritionnel de l'œuf pour qu'il soit garanti Bleu Blanc Cœur. Et ce profil nutritionnel est différent d'un œuf de tout autre type de production. Donc finalement, l'analyse, pour nous, la mesure, le résultat, pour nous, c'est aussi une approche scientifique. C'est un critère analytiquement mesurable. Et ça, c'est ce qui compte chez Bleu Blanc Cœur, c'est la mesure et la garantie du résultat. Et donc, la science, pour nous, c'est important. Et quelque part, je dirais qu'on est aussi... souvent, la science, on la produit, on émet des hypothèses, on publie, ça reste dans un tiroir. Je dirais que Bleu Blanc Cœur, on prend cette science-là et puis on la transforme en quelque chose d'opérant et de concret pour les consommateurs. Et je pense que c'est aussi... quand vous parliez de côté un petit peu avant-gardiste, c'est une des singularités aussi de Bleu Blanc Cœur, c'est de se dire, cette science, cette connaissance, on la valorise et Bleu Blanc Cœur peut devenir un accès marché à plein d'enjeux de pratiques agroécologiques, dont les bénéfices scientifiques ont été démontrés d'un point de vue agronomique. Mais c'est vrai que si l'agronomie, ça peut se quantifier, se mesurer scientifiquement, il faut quand même l'accompagner d'un bénéfice individuel consommateur. Et le bénéfice individuel consommateur que Bleu Blanc Cœur prône, c'est la santé. Et cette garantie de santé qu'on a pu mesurer par ces études scientifiques et cliniques qui font foi, parce qu'elles ont été publiées. Et une publication scientifique, c'est un passage par des comités de relecture scientifique. Donc en gros, c'est vraiment démontré, publié, mesuré. Et c'est peut-être cette singularité de la démarche Bleu Blanc Cœur de pouvoir mettre la science, utiliser la science, la valoriser et puis la transformer en quelque chose de concret. En fait, vous êtes une start-up de l'agroalimentaire, presque. Ce que c'est... Oui. Bon, c'est peut-être un gros mot parce que c'est... Non, mais après, je crois qu'on se considère comme ça parce que Bleu Blanc Cœur, c'est 25 salariés. Notre mission, c'est de piloter des référentiels de qualité avec un modèle économique qui est assez agile et assez souple parce que le modèle économique de Bleu Blanc Cœur, c'est 2 sources de financement uniques. C'est les abonnements de nos membres. C'est comme une adhésion c'est pas pléthorique, c'est 900 € par an pour une entreprise. D'accord. Et après, c'est une licence de marque qui est de 0,2% du chiffre d'affaires. Et c'est le maximum. Donc, ça veut dire que c'est volontairement aussi très accessible. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne comme une start-up parce que notre fonctionnement, il est lié à notre capacité à créer de la valeur sur le marché. Je fais la blague sur un start-up, mais c'est pas tant pour être désobligeant. C'est plus parce que moi, j'ai très cette image de start-up qui découvre un peu une technologie, notamment issue des laboratoires, et qui la met en place de manière assez avant-gardiste. Ce qui est pour moi un peu l'image de Bleu Blanc Cœur, effectivement. Oui, je trouve ça gratifiant, moi, cette comparaison, parce que finalement... la start-up, moi, je la compare à quelque chose de très innovant, très agile, qui avance. Et c'est vrai que nous, c'est ce qui nous plaît, de faire pousser les idées, de les transformer et puis de rester très agile. Je vais revenir un peu sur ton activité en tant que présidente. Toi, aujourd'hui, comme tu as pu nous le dire en introduction, tu as commencé ta carrière chez Bleu Blanc Cœur. Tu as navigué à travers, je pense, une bonne partie de l'écosystème Bleu Blanc Cœur. En tant que présidente aujourd'hui, comment tu te définirais? Alors, comment je me définirais? Je dirais que déjà, je me sens gratifiée d'être présidente d'une démarche telle que Bleu Blanc Cœur.
parce que c'est un vrai plaisir. Je dirais qu'en termes de réalisation professionnelle, c'est une démarche collective, et puis c'est aussi une aventure humaine, parce qu'au sein de Bleu Blanc Cœur, je pense qu'on a des gens engagés, motivés, avec des vraies valeurs humaines. Donc, en tant que présidente, voilà, gratifiée d'avoir ce poste-là. Et après, en termes de responsabilité, ma mission, on va dire, c'est de continuer à porter Bleu Blanc Cœur, le développer, et puis d'animer ce collectif d'administrateurs, cette équipe Bleu Blanc Cœur, et puis ce collectif d'adhérents, pour faire en sorte que chacun y retrouve un bénéfice. Et quand vous disiez tout à l'heure start-up, c'est vrai que Bleu Blanc Cœur n'a pas de subvention de l'État, donc pour le coup, il faut qu'on soit efficace dans nos actions, pertinent, et que on emmène la plus grande, enfin qu'on emmène dans le projet le maximum de gens. Donc c'est beaucoup de conviction, et puis c'est beaucoup de démonstration qu'on est dans le vrai, et que c'est le sens de l'histoire, et que Bleu Blanc Cœur, c'est une solution d'avenir. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, parce que quand vous êtes en train de vous projeter sur une solution d'avenir, vous êtes en train de dire quels éléments de preuve et de démonstration, donc d'où la science, je dois produire pour consolider mon approche. Après, comment je l'anime collectivement, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs. Donc c'est de la co-construction, de la réflexion. Des fois c'est dans l'équipe, des fois c'est avec les administrateurs, des fois c'est avec les adhérents. Puis on se rend compte que voilà, on est un pool de personnes qui chacun a sa vision des choses, en plus avec et puis la contribution personnelle amène au collectif, et c'est comme ça qu'on avance. Je dirais, on avance assez vite, parce que je pense qu'on est vraiment un collectif. Et justement, en tant que collectif, comment toi tu décides qu'une décision... Alors, ma question va être un peu double. Oui. Comment les décisions sont prises et quand toi tu dois prendre une décision en tant que présidente, quand est-ce que tu décides qu'une décision, voilà, je vais te dire, est mûre, c'est-à-dire que quand est-ce que tu sais que tu prends une décision? Alors du coup, oui, parce que déjà on a un comité stratégique qui se réunit 4 fois par an avec les 34 administrateurs, et puis ensuite on a créé un comité directeur, donc un plus petit comité qui est avalisé par l'ensemble des administrateurs, qui nous permet d'être agile dans les prises de décision. Et donc après, je dirais que les décisions, on les prend en concertation. Alors, si c'est très rapide, ça va être le comité directeur. Si c'est très structurant, ça va être le comité stratégique. Mais c'est toujours avalisé par l'ensemble du collectif. Mais quand on prend une décision, c'est un engagement. Ça peut être un engagement à mettre en place une action. Ça peut être aussi un sujet sur lequel il faut qu'on se positionne. Une sollicitation extérieure ou un projet interne. Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller? Est-ce qu'on a les moyens d'y aller ou pas? Et puis, ça peut nécessiter 1 ou 2 ans. On a eu des sujets où, effectivement, il fallait qu'on sollicite les commissions techniques, et puis on fait le tour pendant 1 an, et puis on revient vers le comité stratégique. Et collectivement, sur la base de la concertation, on a déjà des éléments de réponse. Alors, des fois, il faut arbitrer, il faut se battre, mais c'est tout l'intérêt. Hein. Et comment tu gères une décision qui n'est pas forcément bien accueillie dans un premier temps par l'ensemble, soit de la structure, soit aussi par les collaborateurs Bleu Blanc Cœur. Quelle est ton approche un peu de ces décisions, un peu parfois qui peuvent être parfois difficiles à avoir, à prendre en fait? Il faut qu'on les incarne, et je dirais que des fois des décisions sur des plans de progrès dans les cahiers des charges, pas toujours évident, parce que la nature humaine veut que des fois, ou pour des enjeux technico-économiques, si on peut ne pas passer l'étape d'après, c'est pas plus mal, parce qu'on est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'il faut toujours préparer l'avenir, et tout en restant cohérent. Donc c'est la concertation qui prime. Puis des fois, il y a des enjeux ou des ambitions qu'on a prises au niveau politique, qu'il faut faire mettre en œuvre par le collectif. Et puis, et donc du coup, c'est toujours l'organisation de temps d'échange, de concertation. On fait des réunions. Des fois, il faut faire incarner la prise de décision par des opérateurs ou des acteurs. Et donc, c'est toujours de la pédagogie, de l'information, d'expliquer pourquoi on le fait, et puis de démontrer que techniquement, économiquement, il y a un gros travail à produire pour justifier que la position est la bonne, en fait. Et de ton expérience de professionnelle, parce que en plus d'être présidente, tu as eu différents postes de direction, si je me trompe pas. Quel est, si tu devais retenir un seul principe de prise de décision que tu as appris durant ta carrière, et que tu pourrais retransmettre à quelqu'un ou aux auditeurs, que tu pourrais te dire à toi si tu devais te voyer quand tu commençais ta carrière, qu'est-ce que tu te dirais sur la prise de décision?
le conseil que Ouais. je te donnerais. Bah, je dirais qu'une prise de décision, il faut déjà avoir une intuition personnelle par rapport à cette prise de décision. Et après, si vous la partagez, qu'elle est partagée avec votre entourage ou en tout cas les gens qui sont concernés, bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de l'assumer quand on a une conviction qui est forte par rapport à un enjeu à adresser et à porter. Des fois, c'est pas les plus simples à mener, mais quand vous êtes voilà, convaincu et puis que vous dites que c'est la bonne décision et que c'est celle qui va emmener le projet dans le bon sens et que au niveau de votre collectif de gouvernance, ça fait consensus. Vous savez que même si c'est difficile à transformer, ben, on est dans le vrai en fait. Puis on trouve toujours les moyens de discuter. Il faut aussi accepter le dialogue et le compromis. Hein. Mais en l'occurrence, je trouve que voilà, une décision, c'est pas prendre une décision brutale, c'est aussi une décision un peu concertée. Mais je dirais que c'est dans la priorité de la structure, où on emmène la structure dans son équilibre de demain, équilibre de position, équilibre économique, équilibre d'orientation. Et puis, si cette décision, c'est le sens de l'histoire, bah, c'est plus facile de la prendre et puis de l'assumer derrière. Ouais. En tout cas, après, moi, j'ai pas eu trop vraiment de décisions difficiles à prendre pour l'instant, mais enfin difficiles. Si, en fait, ou alors c'est tous les jours qu'elles sont difficiles. Oui, mais en tout cas, elles sont complètement assumées, ouais, toutes ces décisions. ben, en tout cas, c'est le conseil que je retiens. Et justement, si qu'aimerais-tu que les auditeurs retiennent de notre échange? Alors, ce que j'aimerais peut-être qu'ils retiennent, c'est que... alors c'est vrai que c'était pas un sujet sur lequel je me sentais de prime abord complètement à l'aise, mais c'est vrai que souvent peut-être les dirigeants se disent un petit peu seuls dans leur prise de décision. Et c'est vrai qu'il y a des fois c'est compliqué en fait. Mais moi je dirais que moi ce qui m'anime au quotidien, c'est d'avoir une équipe au sein de Bleu Blanc Cœur déjà très impliquée. Donc la chance que j'ai, c'est que finalement, on a un mouvement très impliqué, très porteur, très innovant, avec des gens qui sont là par conviction et qui ne subissent pas. Donc, je dirais que pour éviter la solitude du dirigeant, c'est d'emmener un projet qui a du sens. Et là, vous avez tout un tas de personnes pour vous accompagner dans vos prises de décision. Et je trouve que la force du collectif, sans en faire une fumisterie, on va dire, ou peut-être une vague... Enfin, on peut aussi se dire que voilà, le collectif, l'économie sociale et solidaire, c'est pas que des doux rêveurs en fait. Je pense que c'est aussi une très bonne façon d'emmener une économie durable en fait. Bleu Blanc Cœur, je vous disais tout à l'heure, pas de subvention, donc on est forcément très connecté aux enjeux économiques, à la réalité du marché. Et on le fait voilà, en concertation avec les uns et les autres. Et puis, on n'est jamais seul, en fait, chez Bleu Blanc Cœur. Il y a toujours quelqu'un toujours un collectif complètement affirmé et qui vous accompagne. Eh ben, moi, je trouve que c'est un top concept. C'est vrai que, alors, je l'ai jamais dit dans ces mots-là, mais le fait de s'entourer quand on prend des décisions, se faire accompagner ou même en parler, c'est... Oui, surtout en parler, partager, peser le pour et le contre. Et puis, une fois que vous l'avez fait, bah, vous tenez la position parce que vous êtes déjà auto-convaincu, c'était la bonne et vous l'avez challengé avec les uns et les autres. Donc, Eh ben, merci beaucoup Nathalie pour tous ces conseils et tous ces échanges. Merci beaucoup. Si on veut retrouver Bleu Blanc Cœur, il y a le site internet, mais où est-ce qu'on peut contacter ou... Alors, du coup, il y a le site internet bleu-blanc-cœur.org. Et puis sur le site internet, on va trouver toutes les informations sur où trouver les produits, comment rejoindre la communauté du bien manger et du bien produire, parce que c'est aussi une façon de se tenir informé des enjeux de la nutrition, de l'alimentation, et même de s'impliquer si on le souhaite. Et donc sur le site internet, je dirais que vous avez l'agenda des activités Bleu Blanc Cœur et toutes les informations utiles. Eh ben, foncez sur le site Bleu Blanc Cœur et n'hésitez pas à regarder, et ça j'insiste, sur les produits. Quand vous achetez des produits, il peut y avoir le petit logo. Bleu Blanc Cœur avec la fleur de lin. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ben, merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. À très bientôt.